Chers amis, bonsoir, bienvenue sur le plateau d'Expression Livre, votre magazine hebdomadaire sur votre chaîne préférée, Canal Algérie. L'équipe de Expression Livre a l'honneur de recevoir ce soir Mohamed Dabah. Mohamed Dabah, bonsoir. Bonsoir, merci à vous. Merci mille fois d'être parmi nous. Merci à vous. Alors ce soir, nous allons aborder à travers votre dernier ouvrage, l'OAS et l'indépendance de l'Algérie, paru aux éditions Al-Umma, un sujet brûlant. Beaucoup de choses ont été écrites sur ce sujet, mais malheureusement beaucoup plus de l'autre côté de la Méditerranée que chez nous. C'est ce fameux sigle terrible, OAS, Organisation de l'armée secrète, qui a sévi tout particulièrement dans les dernières années avant notre indépendance, de façon terrible, cruelle, aveugle, et qui, nous allons le voir, si vous le permettez, Mohamed Dabah, malheureusement n'a pas arrêté ses activités après 62 et peut-être même jusqu'à maintenant. Et oui, jusqu'à maintenant, il n'y a pas seulement des nostalgiques de l'OAS, il y a encore des actifs de l'OAS, à travers le monde d'ailleurs, pas seulement en France, mais à travers le monde, jusqu'en Amérique du Sud d'ailleurs. Alors, par le passé, deux ouvrages, Le Malgue, Ministère de l'Armement et des Liaisons Générales, que vous avez édité, grand hommage que vous rendez eh bien, à son créateur, Abdelhafid Boussouf, Allah yarhamou, qui est paru dans une maison d'édition d'ailleurs qui est une maison d'édition couplée avec Al-Umma, qui est la maison d'édition Khanata, et ainsi que nous appelait les réseaux radio rebelles, également signés par vous, parce qu'il faut savoir que, à moins que je me trompe, au départ, c'était pour la formation dans les transmissions concernant le Malgue, et ensuite, il y a eu, évidemment, qui dit transmission, dit information, renseignement, aussi bien sur l'ennemi que également, peut-être, aussi donner de fausses informations à l'ennemi. C'est bien ça. Alors, aujourd'hui, plus spécifiquement, l'OAS. Alors, je vous dis tout de suite, Mohamed Dabah, parce qu'on va voir comment est structuré votre ouvrage, ce qui est absolument étonnant, c'est que vous avez fait une compilation de août 61 à mars 62, des différents rapports, qui étaient des rapports secrets, qui avaient été envoyés, alors là je vais vous poser la question, par vos soins. C'était vous qui avez fait ces rapports? Les rapports à qui, par exemple? Ah bah, c'est que des rapports, oui, qu'on appelle les bulletins de renseignement et de documentation. C'est des bulletins, et il faut comprendre la chose, c'est que, si on commençait par le commencement, le commencement c'est qu'on était des jeunes, c'est-à-dire on est venu au maquis, des volontaires après la grève des étudiants en 56. C'est ça. 1956, il y a toute une... sont montés au maquis en 56, et là, il y avait une hiérarchie, il y avait des responsables qui étaient plus lucides. D'abord, ça a commencé par l'Arbi Ben Mehdi, qui était zone 5. Il y avait son adjoint, Abdelhafid Boussouf. Déjà, ils ont commencé à écouter des informations avec des postes radio domestiques sur la frontière algéro-marocaine. Et se disait, et c'était quand la gendarmerie ou la police arrêtait des Algériens, ils écoutaient ça en phonie, c'est-à-dire en clair. Et là c'est venu l'idée, quand Rabi Ben Mehdi est monté à Alger, 55, 56, pour Moutamar Sommam, pour organiser, Abdelhafid Boussouf est resté à la Wilaya 5. Et en 56, quand il a vu l'arrivée de tous ces jeunes-là, de toutes parts, parce que par la France, ils sont venus à travers l'Espagne, l'Allemagne et rentrés au Maroc, d'autres directement, et c'est ce qui fait que les frontières, ils étaient perméables. Et
les gens passaient aussi bien à l'est, à l'ouest, quand il n'y avait pas les barrages, ni oui, il n'y avait pas encore la ligne Maurice, etc. Les gens passaient, donc les jeunes passaient. Et à ce moment-là, ils ont eu l'idée, qu'est-ce qu'on va faire de ces gens-là? C'est des intellectuels, c'est des gens niveau bac. Et il y avait aussi quelques étudiants qui ont fait l'université, une à la première année ou deuxième année. Ce qui fait qu'au lieu de les laisser seulement des combattants, on va faire des combattants spécialisés dans l'information. Et l'information, qu'est-ce que c'est? D'abord commencer par créer un service d'écoute, écouter l'ennemi. C'est la première des choses. Écouter l'ennemi. Voilà. Ah, bah oui. La première des choses, c'est écouter l'ennemi. Ouais. Et comme c'est venu maintenant jusqu'à ce jour, la NSA, la National Security Agency, c'est elle qui alimente tous les services. La base de l'information, la base de la connaissance, c'est l'écoute. Donc ils ont eu l'intelligence de préparer ces jeunes. Donc on les a préparés, c'est des promotions. Des promotions aussi bien pour écouter l'ennemi, et aussi pour les liaisons. Parce que l'Algérie est très vaste. La liaison, c'était le courrier d'une wilaya à une autre, ça demandait 3 mois, 4 mois. Donc, Abdelhafid Boussou a pensé déjà les liaisons déjà dans sa wilaya. Il avait 8 zones, c'était large. Donc, former des gens aussi avec leurs émetteurs, récepteurs pour rentrer à l'intérieur pour les liaisons et aussi faire un service d'écoute. Et là, le service d'écoute, ça a commencé embryonnaire, ça a commencé déjà les débuts. Et on écoutait cet ennemi-là en phonie, il parlait en phonie. Au moment où il a commencé à transmettre en morse, là c'est devenu compliqué, on ne savait pas ce que c'est le morse. Et là, Abdelhafid Boussouf, il a demandé à ses collaborateurs, les premiers qui étaient, c'est Soudar Lahirahmo, c'est Hassan Abdelkrim qui était... Donc il leur a demandé, il faut me trouver quelqu'un qui connaît le morse pour apprendre ces jeunes. Et là, ils ont vu qu'il y avait un Algérien qui était coopérant au Maroc, qui faisait le morse, il donnait des cours. C'était Omar Tledji, Allah yarhamou. Et c'est lui qui a commencé cette première promotion. Elle a commencé embryonnaire, il n'y avait rien. C'était une salle comme ça sur la frontière, à Nador, et il n'y avait rien. Ils ont commencé avec des buses. Tita, avec des buses. Et c'était, et ben ça a commencé comme ça. Et puis, c'est Abdelhafid Boussouf, il a dit non, il faut chercher quelque chose de plus performant. Et à partir de là, on a cherché des manipulateurs, des oscillateurs, et on a commencé comment lire et comprendre le morse. Parce que le morse, c'est comme une langue. N'importe quelle langue, on doit la parler et l'écrire. Et cette langue-là de morse, on a commencé à apprendre comment la comprendre, parce que quand on écoutait, c'était dans la morse, et puis il faut la manipuler, c'est-à-dire la parler. Il y a le parler et à l'écoute. Donc, il faut savoir. Et là, on a commencé, et ce service d'écoute, ça a commencé à prendre de l'ampleur, et à ce moment-là, ils ont commencé à diviser les centres. Et là, ça a commencé à se développer. Il y a une écoute administrative et une écoute militaire. C'est-à-dire écouter tous les déplacements des militaires, les combats qui venaient, tout ce qui... Et écouter l'administration, que c'était les préfectures, les sous-préfectures, tout ce qui se passait. Donc, il y avait une masse d'informations. C'était beaucoup. On écoutait. Et c'était H24. H24. Et c'est là qu'Abdelhafid Boussou a créé des services pour traiter tous ces messages d'écoute. Oui, il fallait trier. Il faut les trier. Oui. Parce que là, information importante, voilà. De première importance, deuxième importance, troisième importance. Et là, il fallait faire des bulletins. Et à ce moment-là, comme vous savez, pour l'information, on ne peut pas la laisser garder. Il faut la diffuser. Bien sûr. Et c'est comme ça que Abdelhafid Boussou a commencé, parce qu'on n'avait pas de radio. On était chez les Égyptiens, les Tunisiens et les Marocains. On nous accordait une demi-heure pour parler de notre révolution. Et ils étaient gênés parce qu'ils étaient aussi contrôlés. Bah et oui. c'est là où l'idée d'Abdelhafid Boussouf a demandé, il a dit, cherchez-moi, on doit faire notre radio à nous, libre. Et c'est comme ça qu'il a trouvé des gens qui étaient déjà au Maroc, à la base Noisseur. Il y avait Rachid Kaza qui était infiltré, qu'on appelle Rachid Kaza, il était infiltré chez les Américains, et il nous a amené un récepteur de 400 watts, et c'était là, il a dit à Abdelhafid Boussouf, il faut faire une radio à nous. Et c'est comme ça que la radio a été créée en décembre 1956. Ce qui fait qu'on alimentait notre radio, les bulletins à nous, pour informer la population de ce qui s'est passé, et en même temps, c'était contrer l'action psychologique de l'ennemi. Eh ben oui. Voilà.
Alors tout ça, vous le racontez avec force de détail dans On nous appelait les réseaux radio rebelles, hein, qui étaient donc les prémices. Les prémices de cette écoute. Et ce qu'il y a à ce moment-là, parce que là, les gens se rendent compte, en 1956, déjà, on crée un service d'écoute. Alors que la NASA n'était pas encore, c'était embryonnaire. Pour voir comment l'importance, comment ces dirigeants, ils ont pensé à cette importance d'écoute. La NASA a pris de l'ampleur que ces dernières années. Elle a commencé à alimenter tous les services occidentaux. Et c'est comme ça que ça a commencé. Et là, l'écoute, on prenait ces informations. Mais malgré qu'on prenait ces informations, on avait aussi des agents qui étaient à l'intérieur de l'Algérie et à l'extérieur de l'Algérie. Mais pourquoi ces gens-là ont pensé à l'écoute, ont pensé à l'information? Pourquoi? Parce qu'ils étaient eux-mêmes dans la clandestinité. Et l'Arbi Ben Mehdi, et Divdouch Mourad, ces gens-là, ils étaient déjà membres de l'OS, ils savaient ce que c'est l'information, et l'espionnage, ils étaient écoutés, ils étaient suivis, et c'est comme ça que c'est venu à l'idée, l'Arbi Ben Mehdi, et c'est Abdelhafid Boussouf a commencé à faire ce service. Alors, ceci, on le trouve effectivement, pour rappel, dans vos deux ouvrages, Le Malg et On nous appelait les réseaux radio rebelles, où vous remontez historiquement sur la naissance de ce ministère, parce qu'il a fallu du temps pour le mettre en place en tant que ministère, etc. Par la suite, il a eu d'autres activités, comme effectivement l'approvisionnement en armes et de multiples autres activités. Mais alors, question, c'est vrai qu'il existe moi j'ai eu en main que très peu d'ouvrages sur ce qu'on a appelé les malgaches. On vous les appelait les malgaches. Bon, y a très peu d'ouvrages. Il y a l'ouvrage Les Hommes de l'Ombre, vous-même, mais ça reste, je dirais que, allez, si je dis qu'il y a entre 5 et 6 ouvrages, pas plus, sur ce domaine d'activité pendant la lutte de libération nationale. Et encore, ce sont des ouvrages qui sont assez récents, qui ne datent que de ces 10 dernières années. Avant, on n'en parlait absolument pas. D'ailleurs, il y a 20 ans de ça, quand on disait à quelqu'un les malgaches, il ne savait même pas ce que c'était. Non, c'est vrai, il ne savait pas ce que c'était. Il pensait qu'on parlait des gens de Madagascar. Alors, c'est formidable, parce que c'est vrai que depuis une bonne dizaine d'années, il y a eu effectivement ouverture sur les archives, sur notre histoire de libération nationale. Tant mieux, formidable. C'est comme ça qu'il y a eu un foisonnement d'ouvrages, aussi bien à titre personnel, de parcours de grands de la lutte de libération nationale, avec leurs mémoires, leurs biographies. J'estime qu'entre 2000 et aujourd'hui 2016, il y a eu 20 fois plus d'ouvrages ou 50 fois plus d'ouvrages sur la lutte de libération nationale et sur des pans peu connus de notre lutte de libération nationale que pendant les 40 ans. C'est vrai. Ces dernières années. C'est tant mieux. Il y a les compagnons, il y a au moins 27 livres qui sont sortis. Seulement de mes compagnons, quoi. Oui. Il y a ils parlent de services secrets, l'autre, les hommes de l'ombre. Il y a beaucoup de l'officier des services secrets, de Nejadi, qui commencent à écrire leurs mémoires. Ils commencent à écrire leurs mémoires. Alors, ce qui est important dans tout ça, c'est que, vous avez dit que c'est maintenant qu'on écrit. Là, ce qu'il y a, c'est que ces livres-là, ils écrivent leur expérience. Oui. Il n'y a pas de livre dans ces services-là, ou des gens qui font partie de ces services de Malg, de dire c'est un tel, il a fait ceci, ou un tel, il a fait ceci. Oui. C'est ça qui est important. Ça, c'est vrai. Là, c'est important. Parce que là, quand on commence à écrire, c'est pour dire un tel et un tel, et alimenter, c'est ce qu'il faut savoir aussi, les gens parlent d'archives. La France ne vous donne pas d'archives. Oui, elle bloque. Elle vous donne des archives, ce qu'elle veut, elle, pour dire tel, critiquer tel avec tel. Tel, il a été traité, tel n'a pas été. Tout à fait. Elle ne vous donne pas le vrai. Non, elle fait un triage. Un triage. Ouh là là. Pour alimenter. Très subtil. Très subtil, pour alimenter, pour créer la discorde. C'est comme ça que les gens, moi, quand on parle d'archives, en discussion comme ça, bâton rompu avec les historiens, il ne faut pas vous leurrer, il ne faut pas vous attendre les archives de la France. Non. Non. Ils ne donnent que ce qu'ils veulent donner et pour une intention
bien précise. Bien précise. Absolument, Maintenant, je suis tout à fait d'accord avec vous. Si vous voulez écrire l'histoire d'Algérie, essayez de prendre au moins un peu d'effort. Il y a des témoignages. Vous savez que le ministère des Moudjahidines, il a enregistré, je ne sais pas, 35 000 ou 40 000 bandes. Pouvaient travailler, ils ne veulent pas faire ce travail-là. Il y a le musée du Moudjahid, il y a le musée de l'armée, le centre des études d'El Biar. Ils en ont fait tellement de... Alors, justement, pour entrer votre, de plein pied dans votre ouvrage. Bon. Alors, il y a, c'est un petit peu en deux parties, il y a donc la transcription, si vous voulez, que le lecteur peut lire de tous ces bulletins de renseignement et de documentation, et l'autre partie de votre ouvrage avec quelques photos très formidables, où on voit les gens du Malgue, les anciens, etc., pour beaucoup malheureusement qui ne sont plus parmi nous. Et puis, il y a les facsimilés sur lesquels vous avez travaillé, où la plupart sont numérotés, très secrets, avec le tampon très secret, etc. C'est à partir de là que vous avez retranscrit tous ces bulletins, etc. Alors, première question, c'est logique. Hein. Moi, en tant que journaliste, ce que je peux vous poser, c'est ces facsimilés, ces documents-là, se trouvent où? Ils sont à votre niveau ou ils sont au niveau du ministère des Anciens Moudjahidines? Oh non, c'est au niveau des anciens musées, des archives. C'est des archives qui sont classées. Ils sont classés. Et que donc n'importe quel chercheur peut aller compulser, travailler dessus, etc. D'ailleurs, c'est bien dit dans l'avant-propos. Oui, tout à fait. C'est bien dit qu'ils sont dans les archives, ils sont classés, donc n'importe quel chercheur. D'ailleurs, ces livres-là, c'est les 3 livres, c'est pour les chercheurs, c'est pour les étudiants. C'est ça, oui. C'est pas un roman de... Pas du tout. Tout ce que j'ai écrit là, c'est pour les chercheurs, pour les étudiants, pour essayer de voir l'histoire d'Algérie, comment elle est conçue, comment ils ont fait. Il y a des hommes qui ont travaillé, des gens qui ne pensaient pas à ça. C'est que c'est ça, cette organisation, toute cette organisation. Parce que même l'organisation de l'armée de libération nationale, écoutez, quand ces personnes, avec rien, ils commencent le 1er novembre 1954, les 6 plus 3, ils commencent avec rien. Et à partir de là, ils créent. À partir de là, il y a le CCE, le comité d'exécutif. Et à partir de là, ils pensent avec les pays amis et frères pour créer un gouvernement le 19 septembre 1958. Et comme ça commence le gouvernement. Et c'est comme